There is nothing so wonderful in the world as telling stories. Tous les matins, on essaye de traverser le miroir et de regarder le monde différemment. It is true, I am a woman. Une fois que ce saut est fait, tout devient possible. Bonjour, je suis Charlotte Casiraghi. Bienvenue dans le podcast des rendez-vous littéraires rue Cambon. Partons à la rencontre d'écrivaines qui viennent d'accomplir leur premier pas, le plus décisif, le plus difficile, dans le monde de la littérature. Comment est née leur vocation ? Quels sont leurs rituels d'écriture ? Qui les lit et que lisent-elles ? Aurélie Lacroix, vous avez écrit un magnifique premier roman, L'unique objet de mon regard, paru il y a quelques mois aux éditions Cambourakis. Dans ce livre, vous écrivez le vertige de la passion amoureuse, dans ce qu'elle a de plus beau et de plus destructeur. Vous écrivez depuis un temps présent qui est celui de la dépression qui suit la rupture, en vous projetant dans le passé, dans des moments qu'il faut raconter encore et encore pour se rassurer sur le fait qu'ils ont existé. C'est un livre puzzle, fourmillant de références littéraires et artistiques. Un livre cathartique aussi, qui donne tout son sens à l'idée souvent éculée que l'écriture est thérapeutique. Un livre qui raconte enfin votre rapport particulier à l'objet livre lui-même, puisque vous travaillez dans le monde de l'édition et de la création. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui, Aurélie. Merci beaucoup, Lorraine. Alors, dans cette première partie de notre échange, j'aimerais comprendre comment est née votre vocation d'écrivaine. Comment s'est faite votre rencontre avec l'écriture, Aurélie Lacroix ? Alors, je crois que ma rencontre avec l'écriture est extrêmement ancienne. Je crois qu'avant l'écriture, il y a eu la lecture. Et un de mes souvenirs d'enfance les plus marquants, c'est le jour où j'étais vraiment capable de lire des phrases. Et je suis incapable de me rappeler quelle était la phrase, mais je me souviens extrêmement bien de la sensation que j'ai ressentie. J'avais l'impression, je ne sais pas pourquoi, parce que je n'étais pas du tout en danger, mais j'avais l'impression d'être sauvée. Donc il y a déjà eu ce rapport aux mots, à la lecture et à l'imaginaire qui était très fort. Je crois que mon rapport à l'écriture, il est aussi beaucoup passé par le fait que on m'a beaucoup raconté d'histoires quand j'étais enfant. Et ma grand-mère, qui par ailleurs écrivait, me racontait beaucoup d'histoires qu'elle inventait. Finalement, c'est un peu comme ça, après, que moi j'ai composé avec l'écriture. L'écriture a toujours été là, par ce biais-là. Donc j'ai écrit assez tôt, plutôt à l'adolescence. La première fois que j'ai réussi à mettre un point final, c'était une nouvelle que mes parents m'ont poussée à envoyer à un concours. J'avais 17 ans, je crois. Et j'ai gagné le premier prix du concours. Je me disais, ma voix est toute tracée. Mais en fait, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Je crois qu'après, il y avait besoin de temps. Mais l'écriture, en tout cas, a toujours été là. J'ai du mal à le dissocier, oui, de mon enfance, de ma construction même, en fait. Qu'est-ce qu'elle écrivait, cette grand-mère ? Elle n'était pas écrivaine, elle était institutrice. Et mon grand-père en parlait toujours comme une écrivaine. Alors, elle nous racontait des histoires d'enfance, des histoires qui étaient censées nous faire rire. Et je pense surtout développer le plus profondément possible notre rapport, oui, à l'imagination. Et des parents qui vous poussaient aussi vers ce métier-là. Donc il y a quand même un petit atavisme familial dans la littérature, le livre en tout cas, c'est quelque chose qui compte chez vous. Oui, mes parents étaient aussi instituteurs. En tout cas, le livre, oui, était très très important à la maison. Il était même sacré, je crois. Il y avait quelque chose comme ça. Et mes parents ne m'ont jamais freinée. C'est vrai que j'ai eu cette chance-là. Personne ne m'a jamais freinée. Tout le monde m'a
vraiment encouragée, alors que finalement, j'ai mis beaucoup de temps à me mettre réellement à l'écriture, en tout cas à l'écriture d'un vrai premier texte. Entre ce premier prix reçu à 17 ans et ce premier livre que vous publiez à 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'était un problème de légitimité, une question de vous sentir, de vous revendiquer écrivaine? Je crois que je me suis retrouvée confrontée au fait que je n'avais pas vraiment d'histoire à raconter. Et donc, je me suis retrouvée face au fait que je devais faire le deuil d'un premier roman que j'écrirais à 20 ans, 25 ans, qu'il fallait peut-être que je vive, qu'il fallait peut-être que j'accumule quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Mais je savais que j'y reviendrais. Donc, pendant 20 ans, j'ai regardé le monde et j'ai vécu les choses en ayant l'intuition, en tout cas la volonté, le désir, mais en se demandant aussi si c'était pas tout simplement une utopie ou un fantasme, que de toute façon, j'écrirais et potentiellement j'écrirais peut-être sur ce que j'étais en train de voir, parce que je pense qu'on écrit beaucoup quand on n'écrit pas. Vous dites, on écrit beaucoup dans sa tête. Comment ça se manifeste chez vous quand on écrit dans sa tête? C'est vrai que j'ai beaucoup fait ça, parce que c'était pas forcément conscient, mais ça répond à mon enfance. Je devais moi-même me raconter des histoires. Il se passait beaucoup de choses dans ma tête. Je prenais pas de notes. Alors comment ça se matérialise? Je me suis rendu compte, peut-être juste avant de me mettre réellement à l'écriture de ce texte, qu'il serait peut-être vraiment le temps de prendre des notes. Là où j'écrivais les plus belles phrases dans ma tête, c'est quand je m'endormais. Et j'arrivais pas à les retenir. Écrire dans sa tête, c'est un mélange de conscient et de l'inconscient, des choses qui se répondent, qui se percutent, qui se confrontent et qui nous habitent, qui sont là, qui passent, qu'on archive. Moi, j'ai fait beaucoup ça, j'ai archivé en fait. Inconsciemment, avec la confiance que quelque part, un jour, ces phrases allaient ressurgir et se matérialiser noir sur blanc sur du papier. En tout cas, avec, oui, cette intuition peut-être. Cette intuition. Il y avait quelque chose de cet ordre-là, sans en être absolument convaincue ni persuadée. Et c'est vrai que, à un moment donné, quand j'ai eu 37 ans, je me suis dit, maintenant, tu peux plus vivre sans avoir répondu à cette question. Est-ce que tu es capable vraiment d'écrire un texte du début jusqu'à la fin? Ça, c'était déjà le premier challenge. Et puis le deuxième, c'était d'être publié. Quand on me disait, qu'est-ce que vraiment j'aimerais faire par-dessus tout? Moi, je voudrais écrire... Je me disais, ça peut plus être du fantasme ou de l'utopie. Quitte à se confronter à plusieurs possibilités, que je n'y arrive pas. Il faut y avoir l'échec au bout. Et puis, même si j'y arrivais, entre guillemets, y arriver, qu'est-ce que ça veut dire? Mais en tout cas, qu'il y avait un texte qui prenait forme avec un début, un milieu et une fin, qu'on me dise que c'était très mauvais et que je n'avais aucun talent. Donc, je me suis dit, c'est un risque à prendre. Il y avait quelque chose de très radical chez moi qui était si on me dit ça, tant pis, je passerai à autre chose. C'était maintenant ou jamais. Oui, il y avait une espèce d'urgence et de nécessité et une espèce de challenge même littéraire que je m'étais fixé dans la construction du texte. Dans ce livre qui couvre une quinzaine d'années de vie, c'est-à-dire le temps que dure l'histoire d'amour entre la narratrice et eux, la femme qu'elle a aimée, il y a un souci des détails, des lieux, des dates, des heures, des sensations. Il y a des noms de rues, il y a des gestes extrêmement précis. Je me suis posé la question de l'existence d'un journal intime à la base de ce projet. Non, il n'y a pas de journal intime. Je crois qu'il y a eu 2 sortes d'axes parallèles qui se rejoignent. Le premier, qui est moi qui vis en étant très attentive à tout, voilà. Et le deuxième, il y a un gros travail de réactivation de la mémoire. Voilà. Mais je n'avais pas de véritable archive personnelle, écrite en tout cas, sur lesquelles me baser. Voilà, donc je suis partie de cette matière intime et il y avait vraiment comment on réagence. J'ai 15 ans de souvenirs. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment j'allais raconter cette histoire. Donc le comment sous-entendait une structure parce que je me disais, sinon c'est juste une histoire d'amour, ça n'a pas vraiment d'intérêt. La singularité, c'était comment j'allais la raconter, et donc quel moment on choisit et comment on raconte 15 ans, sans que ce soit répétitif. Qu'est-ce que ça veut dire 15 ans? Quels sont les moments qu'on choisit, les moments fondateurs?
C'est une sorte comme ça de très grande rétrospective, en fait, d'une passion. Et il était évident pour moi que je ne pouvais pas raconter cette histoire entre eux et la narratrice que je suis finalement devenue d'une manière linéaire. Je voudrais quand même revenir sur le fait que vous ayez travaillé pendant plusieurs années au sein de l'édition, donc vous avez accompagné des écrivains, des écrivaines. Est-ce que ça a influencé l'écrivaine que vous êtes devenue d'avoir observé de si près d'autres personnes qui exerçaient cette profession ? Je pense que ça m'a pas influencée dans le sens où, après avoir fait le deuil de ce premier roman à 25 ans, finalement ça a été assez naturel pour moi de me tourner vers le monde du livre. J'étais infiniment heureuse de travailler dans l'édition, donc ça m'a pas influencée. Je dirais même que ça m'a un peu freinée en tant que future autrice, parce que je répétais tout le temps, moi je vais écrire, mais je pense que j'étais vraiment consacrée aux autres. Enfin, par contre, ça m'a enrichie. Mais ce qui est intéressant, c'est quand j'ai quitté le monde de l'édition, je vais employer le mot autorisée parce que ça s'est sûrement passé comme ça, que je me suis vraiment autorisée à écrire, à commencer vraiment quelque chose. Donc, moi, je pense que... Mais c'est malgré eux, parce que je pense que c'était une histoire de moment. C'était pas le moment. Je savais que le moment viendrait et là, c'était pas le moment. Et j'ai adoré être si près de ces écrivains qui m'ont énormément apporté artistiquement, intellectuellement. Mais j'étais là pour eux. J'étais là pour défendre leurs textes et à ce moment-là, il n'y avait que ça qui comptait. Est-ce qu'il y a des auteurs ou des autrices qui vous ont influencé ou plutôt guidé dans l'écriture C'est vrai que Joanne Didion est très, très importante pour moi. Et quand j'ai commencé à écrire ce texte, je ne peux pas dire que je relisais, je lisais, parce que c'était l'année de la pensée magique de Joanne Didion, étrangement. C'était le seul texte d'elle que je n'avais pas lu. Je l'avais entendu sur scène, donc j'avais entendu les mots, mais je ne les avais pas lus. Et oui, Joanne Didion m'a énormément accompagnée et Sophie Calle aussi. Et on retrouve aussi, je pense, chez elle une espèce de porosité comme ça entre la vie et l'art. Sophie Calle, c'est la disparition, l'absence, le manque. Parlez-moi de la rencontre avec votre maison d'édition. Comment ça s'est passé concrètement ? Alors justement, comme j'avais travaillé dans l'édition, étrangement, c'était pas si facile pour moi que ça, d'envoyer mon texte, parce que j'avais peur de mettre les gens que je connaissais dans une position inconfortable. Et donc, c'est une conjonction de plein d'événements comme ça qui se sont rejoints à un moment très précis. Le premier, en fait, qui a lu ce texte, c'est Yves Pagès, des éditions Verticales. Il m'a dit tout le bien qu'il pensait du texte. Il m'a dit que pour lui, il y avait encore un travail d'épure à faire. Et il se trouve que Clément Ribes, qui est éditeur maintenant chez Gallimard, il a lu et il m'a dit la même chose. Il m'a dit, il y a un travail d'épure à faire. Et si tu veux, moi, je viens. Et donc, il est venu à Bordeaux et il a appliqué une technique d'une éditrice américaine. Il avait lu mon manuscrit, il était en face de moi, comme vous. Et il m'a écouté lire mon texte à voix haute pendant 9 heures. Et il m'arrêtait et il me faisait des suggestions, il me faisait des coupes. Et parallèlement à ça, j'avais aussi donné mon texte à Camille Polian et Violaine Faucon de l'agence Tram, qui l'ont lu en même temps et qui m'ont fait aussi des suggestions. Je suis à ce moment-là repartie au travail avec tout ce qui a donné lieu à une version 2. Et c'est cette version qui est partie à une liste d'éditeurs. Laurence Bourgeon était sur la liste. Et ça a été une évidence, au fait, pour elle. Donc, elle a réagi très rapidement et je me souviendrai toujours de ce message qu'elle m'a envoyé qui se terminait par « J'y repense tous les jours depuis que je l'ai terminé ». Il y a eu une vraie rencontre. C'était absolument incroyable, ouais. Oui, c'est intéressant aussi de voir, ça peut servir aussi d'inspiration à des personnes qui voudraient se lancer en écriture aujourd'hui. Parfois, c'est mieux d'aller cibler une maison d'édition qui ressemble au projet plutôt que d'aller arroser à tous azimuts dans l'espoir d'être réceptionné. Ah oui, je pense que c'est même incontournable.
Le conseil, c'est souvent d'envoyer déjà aux maisons pour lesquelles on est déjà des lecteurs, en fait. Ouais. Oui, parce que un texte, c'est pas rien. Hein. J'avais l'impression que j'avais la responsabilité de lui trouver la meilleure place. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la meilleure place ? Mais en tout cas, moi, je sens que ce soit la meilleure place pour lui. Et je crois que c'était la meilleure place. À partir de ce moment-là, donc j'ai un peu respiré. Là, en tout cas, l'objet, il existe. Il est posé sur la table devant nous. Il est très beau. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous l'avez eu entre les mains ? Quelque chose d'absolument indéfinissable. Déjà, je me souviens le jour où on m'annonçait que je serais publiée. Une espèce comme ça de joie intense, de soulagement aussi. Moi, j'avais tout arrêté pour écrire, je m'étais mise la pression toute seule. Il y a une espèce de soulagement où on se répond à soi-même. Et on se soulève du sol, en fait. Et en même temps, une espèce de balancement entre l'irréalité de la chose et puis une évidence, puisque on en était quasi persuadés. Quand je l'ai vu, il était tout seul. Il était vraiment unique. Parce que souvent, quand un auteur voit son livre terminé, il y en a plein d'autres. Oui, il est dans un carton avec une douzaine d'autres. Voilà. Et il se trouve que c'était le premier exemplaire qu'a envoyé l'imprimeur. Et j'étais à Paris à ce moment-là. Donc mon éditrice m'a dit, viens le voir. C'est comme une sorte de rendez-vous. Et je ne vous cache pas que c'est le moment qu'on attend le plus dans cette histoire. C'est le moment le plus réel. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous lire la toute première page ? Le vent soulève le sable. Je n'ai jamais vu autant de courants dans l'océan. Nous sommes pratiquement seuls sur la plage en ce samedi de début septembre. L'été touche à sa fin, mais il en reste des bribes. Nous posons nos serviettes. J'enlève mes baskets. Mon père entre dans l'eau le premier. Pendant que je mets mon maillot de bain, je ne le quitte pas des yeux. On entend seulement le bruit de l'océan. L'écume est tellement abondante que le bleu vire au blanc. Sa mousse, après avoir atteint ma peau, s'évapore en une fraction de seconde. L'eau ne me semble pas froide. Je n'ai jamais craint l'eau froide. Je m'applique à le rejoindre, chaque vague me déporte vers la gauche. Je finis par me jeter sous l'une d'elles pour évaluer sa force. Si mon visage résiste, si je ne suis pas emportée, je sais que je peux rester dans l'eau. Je ne risque rien. Les vagues s'enchaînent à une vitesse irréelle. Je n'ai pas vraiment le temps d'être à la surface. Sans nous parler, nous savons que le moment est venu de sortir. Le sel ruisselle sur nos peaux. Nos yeux sont éblouis par le soleil de fin de journée. Nous sommes là, nous sommes vivants. Lui qui a failli mourir, moi qui voulais mourir. Merci beaucoup. Alors, je voudrais maintenant qu'on s'intéresse au processus d'écriture de ce texte qui est particulier puisque le texte raconte l'écriture du texte. La narratrice nous parle depuis le lit de l'hôpital psychiatrique où elle est internée, ayant atteint un niveau de dépression si sévère que ses proches s'en inquiètent. Est-ce qu'il a vraiment été écrit, commencé dans des circonstances similaires ? Il a été écrit juste après être sorti de cette situation singulière, mais très rapidement après. Il était quand même très proche de l'état que décrit la narratrice. Il a été écrit dans la tête, peut-être, à ce moment-là ? Il était là. Ouais. Il était déjà là, oui. Ouais. Dans la première partie de cette temporalité très particulière du texte, il y a le présent, mais il y a aussi le passé qui tourbillonne dans un ordre qui pourrait sembler presque aléatoire. On peut avoir à une page la rencontre et à la page suivante une dispute qui a lieu 10 ans plus tard. J'ai eu l'impression que cette temporalité éclatée était un petit peu une métaphore de la relation entre ces deux femmes, qui est une relation toxique, comme elle est souvent qualifiée par les proches de la narratrice dans le livre, qui est tumultueuse, qui est très fatigante. Et finalement, j'ai eu l'impression que cette narration accentuait l'aspect presque hallucinatoire de la relation, qu'il accentuait l'idée que l'amour est un peu une drogue, et presque une drogue dure.
Oui, il y avait vraiment ça dans le choix de ce rythme et de cette structure. C'était pas forcément conscient, je m'en suis rendu compte après. Cette relation qui dure 15 ans est parsemée de ruptures et de retrouvailles et d'aller et de retour. Et il y avait la question aussi de l'apnée, comme ça, d'être saisie, du vertige. C'est une forme puzzle, en même temps une forme très tourbillon. Et je pense que effectivement c'est mieux de le lire dans l'ordre que j'ai choisi. Mais je me suis rendu compte que, et c'est, quand on dit puzzle, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je pense qu'on peut le lire dans un autre ordre, et je crois que les deux lecteurs auront lu le même livre. C'est un texte étrangement que j'ai écrit au kilomètre. C'est-à-dire que quand j'ouvrais mon ordinateur, je reprenais exactement où j'avais arrêté la veille. Dans mon souvenir, c'était très vertical. C'était, oui, un déroulé, comme au cinéma, en fait. Donc il y avait une chronologie qui existait, qui correspondait au réel, mais dans la façon dont elle était racontée, c'était le chaos. C'était le chaos, mais en fait, j'écrivais au kilomètre, mais je pense qu'il y avait une partie de ma tête qui avait déjà un dessin de structure, donc le cœur du texte, je l'ai vraiment écrit très rapidement, en 3 mois, je crois. Et donc, quand j'ai eu vraiment les 2 tiers de la matière, je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut que tu le montes, parce que ça va répondre à 2 questions. Est-ce que ça tient ? Parce que si la structure tenait pas, ça marchait pas. Et ça va te permettre de voir ce qui reste à écrire. Donc, il y a eu un vrai travail de montage, de puzzle. C'est aussi ce que j'ai vécu en tant qu'autrice, en fait. C'est comme ça que je l'ai construit, oui. Avec finalement le choix de laisser les pièces éparses sur la table et de laisser le lecteur, la lectrice reconstituer la frise dans sa tête. Oui, c'est vrai que je demande au lecteur de reconstituer la chronologie. Je le guide, je crois, mais c'est un tourbillon. J'arrive pas à compter combien il y a de ruptures, combien il y a de retours, etc. Mais par contre, j'ai une impression très nette des émotions qui se dégagent de la relation. C'est un des plus beaux compliments. Non, mais voilà, même si j'ai pu réussir ça, merci, parce qu'effectivement... Alors, le temps passe, donc maintenant, peut-être je peux dire ce qu'on se détache aussi beaucoup plus de ce qu'on fait, de ce qu'on crée. Et ça nous échappe aussi à un moment donné. Donc maintenant, je peux me dire, c'est pas très grave. Je pense qu'au début, j'aurais pas dit ça. J'aurais dit, non, il faut absolument qu'on comprenne exactement. Mais en fait, c'est pas ça un texte. Puis même moi, en tant que lectrice, je retiens jamais tout. Mais par contre... C'est exactement ce que vous êtes en train de dire et je vous en remercie vraiment. Il y a des scènes que j'oublierai jamais. Je suis incapable de reconstituer vraiment la chronologie d'un texte, mais par contre, je me souviens de 2-3 scènes très fortes et puis elles m'accompagnent en fait. Il y a quelque chose de très spécifique aussi à votre livre, c'est la citation artistique. On voit aussi que vous avez passé beaucoup d'années dans le milieu de l'art, de la création. On croise Sophie Calle, Nathalie Léger, Roland Barthes, pour arriver à reconstituer ce puzzle. Est-ce qu'il fallait absolument aussi convoquer d'autres images, d'autres sons ? Ça s'est vraiment imposé. Il y a sûrement une scène qui a quelque part guidé les autres, qui a donné le ton. Et cette scène était une de mes rares certitudes, c'était une de mes premières images. C'est la première scène du premier chapitre, c'est cette scène où une des deux disparaît dans une œuvre d'art contemporain. C'est fou, c'est ma prochaine question parce que c'est la scène qui m'a le plus marquée. C'est l'œuvre Mucha en verre d'Anne-Veronica Janssens. Cette scène, c'était ma seule certitude sur le texte. Elle était là, j'avais très hâte de l'écrire. Ces 2 femmes, l'art les rassemble beaucoup et surtout l'art contemporain. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup des œuvres immatériel, sur un texte qui était quand même lié à la disparition. Pour répondre peut-être mieux à votre question, mon rapport au monde, c'est mon rapport à l'art. L'art est absolument constitutif de ma personnalité. J'ai passé aussi beaucoup de temps de ma vie à chercher des réponses dans l'art, comme si l'art allait m'expliquer comment vivre. C'est ce qu'essaient de faire les artistes, c'est de trouver du sens. Alors, cette quête-là m'intéresse.
C'est peut-être les points d'ancrage aussi de ces fameux souvenirs qui sont stockés inconsciemment. Oui. Ça fait des images et des repères. Oui, l'art contemporain, ça fait des images très très fortes. Ouais. Voilà, cette brume où les deux héroïnes se perdent, ne savent plus où elles sont alors qu'elles sont juste à 1 mètre l'une de l'autre. Ça m'a beaucoup marquée. Alors, c'est un livre qui parle évidemment de perte, de deuil. Il y a aussi la mort d'une tante adorée par la narratrice. Mais ce qui m'a touchée, c'est aussi la présence de la vie et de l'amour de proches qui soutiennent la narratrice, qui l'accompagnent, qui lui tiennent la main, qui l'aident à sortir de la dépression. Est-ce qu'il y a eu un soin apporté à l'équilibre entre la mort et la vie dans ce texte ? Moi, je ne l'ai pas travaillé comme ça parce que je ne l'ai pas pensé comme ça. Ça s'est un peu fait naturellement. C'est vrai que j'ai eu peur, en fait, à un moment donné, d'avoir écrit quelque chose d'extrêmement sombre. Alors, oui, je vais être honnête. Je me suis peut-être dit, il y a des choses à rééquilibrer. Mais la structure n'a réellement jamais changé. Il fallait quand même que ça s'équilibre parce que des fois, je me disais, mais c'est extrêmement plombant. Moi, je ne le vivais pas comme ça, même en tant qu'autrice. Mais après, une fois qu'on délivre son texte, on essaie aussi d'avoir une vision un peu objective. Je le voyais quand même comme un livre plein de vie et plein de force et très intense. Mais je me disais peut-être que des gens ne vont pas du tout le voir comme ça et que ça va être que le livre de la douleur. Et justement, mon éditrice, elle, ce qui l'a énormément touchée, c'est le rapport à l'art et puis l'histoire qui l'a beaucoup bouleversée. Mais elle était admirative et estomaquée de ce que j'en avais fait, c'est-à-dire un livre plein de vie. Donc elle le voyait comme quelque chose de très solaire. Finalement, c'était une histoire d'orientation de la lumière. Il fallait vraiment réfléchir où j'allais mettre la lumière par touche. Oui, c'est exactement ça. On l'oublie presque parce que cet aspect, il est vraiment mis au second plan dans le texte. Mais c'est une histoire d'amour entre 2 femmes qui est racontée dans ce texte. Est-ce qu'il y avait dans votre démarche une volonté de rendre visibles les amours lesbiennes qui sont quand même très peu documentées dans la littérature et dans la fiction en général ? Non, je crois pas. C'est mon histoire, c'est ce qui m'est arrivé. C'était pas du tout un texte militant. C'était aussi une manière de dire l'amour d'imprévisible. Moi, j'avais pas prévu, en fait, adolescente, de tomber amoureuse d'une femme. Et c'est possible, ça arrive. Mais pour moi, c'était un livre avant tout sur l'amour. Parce que je considère que l'amour n'a pas de genre. Et justement, peut-être que finalement, c'est au second plan, que ce soit pas un sujet, en fait. C'était peut-être plus important que le reste, que ce soit une histoire d'amour. Vous écrivez « Je ne suis pas certaine qu'un cœur en 1000 morceaux se recolle. Il faut juste l'inciter à battre autrement. » Est-ce que votre cœur bat autrement depuis l'écriture de ce texte ? Oui, évidemment. Le cœur reste toujours fragilisé à certains endroits par tout ce qu'on a pu vivre. Il y a cette phrase qui est ce qui tue pas rend plus fort. Moi, j'en suis pas certaine que toutes les épreuves qu'on a pu vivre et pour lesquelles on s'est relevé nous solidifient, certes, peut-être, mais moi, je trouve que ça continue aussi à nous fragiliser. Mais en tout cas, oui, mon cœur bat différemment et mon cœur est assez à sa place, en fait, parce que l'écriture, c'était vraiment le projet de ma vie. Donc, mon cœur bat de manière très synchronisée et sereine, oui. Quand on écrit de l'autofiction, il y a parfois la tentation de se dédoubler, de se mettre à distance de la narratrice. C'est pas moi, c'est elle. Cette tentation, j'ai l'impression que vous ne l'avez pas eue, vous. C'est intéressant votre question, parce qu'on évolue et... Moi, j'ai jamais caché, en fait, que c'était mon histoire, que c'était de la matière intime. Mais l'objectif, c'était toujours de parler d'un texte. Au moment de la publication, comme c'est quand même une grande exposition, je crois que j'étais assez claire, c'est-à-dire qu'on comprenait que c'était mon histoire, mais j'avais trouvé cette espèce de jeu avec les pronoms qui me protégeait pas, mais qui avait énormément de sens par rapport à tout ce que je viens de dire, qui était de dire « elle » au pluriel. Mais en même temps, je disais la narratrice que je suis devenue. Après, c'est un dédoublement de toute façon, parce que je reste persuadée qu'à partir du moment où on écrit, on fictionnalise. Donc,
c'est quand même une expérience de détachement, de dédoublement. Et le fait d'assumer ce jeu, est-ce que ça a modifié, vous pensez, la façon dont les lecteurs, lectrices ont accueilli ce livre? Est-ce que dans vos rencontres en librairie, ça a suscité des échanges, des choses qui vous ont surprise? Oui, je savais pas ce que ça allait provoquer chez les lecteurs. Et ça, c'est extrêmement fort parce qu'on ne s'y attend pas. Et moi, j'ai vu des gens totalement bouleversés. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit. Il y a des gens que j'ai vus en librairie qui étaient complètement retournés. Alors, c'est ceux qui avaient déjà lu le texte. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit en fait, vous avez écrit mon histoire. Ou alors, ça n'a rien à voir avec mon histoire, mais ça fait quand même écho à mon histoire. C'est assez dingue parce que tout le monde se l'est approprié. C'est très difficile de le projeter. Il ne faut pas d'ailleurs le projeter. Et alors, on ne sait pas trop quoi dire. Je crois que ça a résonné très fort chez des gens et je crois que ça les a touchés et ils m'ont dit je sais que j'y reviendrai, je sais que je l'oublierai jamais, que j'y reviendrai tout le temps. Moi, je suis lectrice avant tout, donc je connais la portée significative de ces mots et ça, oui, ça m'a surprise, évidemment. Vous avez aussi été sélectionnée pour plusieurs prix littéraires, notamment celui des lectrices et lecteurs des bibliothèques de Paris. Est-ce que ça compte aussi pour encourager la jeune écrivaine que vous êtes? Ça fait extrêmement plaisir. Là, effectivement, en plus, c'est un prix de lecteur. Et puis, on parlait au début de notre entretien de la légitimité. Tout se joue aussi là. Moi-même, je suis une ancienne attachée de presse, même si j'étais plus dans l'édition. C'est toujours compliqué parce qu'on ne sait pas comment les gens, même du milieu, voient la chose. Là, je vois que ça y est, que je suis dans les yeux des gens. Je suis vraiment une autrice. Donc, je me sens sûrement plus légitime là, maintenant, que quand il est sorti. Ça aide alors, cette reconnaissance, cette validation? Oui, c'est une validation. Quand on écrit, on ne sait pas trop ce qu'on est en train de faire, même si nous, il y a des moments où on a l'impression d'être un peu en place. On va terminer notre échange par un petit questionnaire où j'aimerais que vous me répondiez de façon concise, si vous le pouvez. Quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez apprise en étant écrivaine? Eh bien, je dirais justement que quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'avais vu un documentaire avec Joanne Didion et elle disait le livre s'écrit en écrivant. Et je trouvais ça absolument magique, mais je me disais c'est impossible. Et c'est ça que j'ai appris en écrivant. C'est que oui, le livre s'écrit en écrivant. Qu'est-ce que les gens seraient surpris d'apprendre sur vous? Je pense que je suis un peu surprenante au niveau amoureux. Mes déclarations finissent toujours par être un peu des révélations. Quelle est votre idée du bonheur parfait? Je pense que c'est juste la seconde peut-être ou le quart de seconde où on peut se dire ça. Ah, c'est parfait, c'est un bonheur parfait. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut exprimer sa créativité? Eh bien, de le faire. C'est très difficile, mais si on veut créer, il faut créer. Et on est un peu obligé d'avoir un peu confiance en soi. Et après, on verra, mais il faut commencer. En un mot, comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous en tant qu'écrivaine? Ça toucherait à l'intensité. Si on se souvient de 2 ou 3 scènes de ce texte ou des autres que j'espère viendront, je serais infiniment heureuse. À quoi ressemblera le 2e roman? Il tournera encore et beaucoup autour de la création. Merci beaucoup Aurélie Lacroix. Merci Lorraine Bastide. Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires Rue Cambon en podcast. Pour prolonger l'univers de l'autrice, vous trouverez des images et des références sur le site de Chanel. À bientôt!